Bienvenue au débat du dimanche. Principale articulation, l'Afrique touchée par la pandémie du coronavirus, le Covid-19 qui se répand de plus en plus sur le continent. On parle d'une trentaine de pays touchés. Ce sera donc notre principal thème de ce dimanche. Avec nos invités, Alexis Kalambri, directeur de publication de Mali Tribune, Maître Chakmar Konaré, avocat, Makan Kone, directeur de publication de Nouvelle Libération, et Seth Daniel, journaliste écrivain. Déjà ce premier geste pour se prémunir, pour empêcher la propagation du virus, le lavage des mains avec ce gel. On n'en parlera jamais assez. Macan, peut-être c'est une façon d'empêcher la propagation de ce virus. Déjà, c'est une facile et excellente façon, très simple, d'empêcher le virus d'évoluer. Donc, c'est un geste barrière, comme on dit. Parmi d'autres gestes barrières, peut-être dont on va parler ici. Ok, je ne sais pas si on l'a bien fait. Souvent, il paraît que c'est dans la paume, Alexis Kalambri. Non, effectivement, les spécialistes disent c'est à cette étape normalement. C'est assez compliqué, mais c'est pour dire qu'il faut vraiment s'appliquer. Le tout, et c'est important de le dire, c'est de faire en sorte que je ne sois pas un vecteur et que je ne mette pas en danger d'autres personnes et ma famille. Oui, c'est un geste simple, oui, mais très efficace. Très efficace. Moi, j'aime bien les mots. J'ai entendu Adam Thiam, non, c'est le président, mais je pense que c'est Adam Thiam qui a écrit le discours. Le président qui a dit un jour, une pandémie qui arrête la marche du monde. J'ai trouvé ça très fort comme... très forte expression, très belle expression qui résume vraiment ce qui se passe. Et donc se laver les mains de cette manière avec un gel hydroalcoolique, c'est vraiment quelque chose d'indiqué, et de respecter la distance de 1 mètre. Tout à l'heure, Alexis voulait s'approcher, je l'ai repoussé. C'est un geste extrêmement important parce que la main est ce membre du corps qui va partout. Dans la bouche, dans le nez, dans les oreilles, partout, et qui sert les autres mains. Donc c'est le principal vecteur de transmission de la maladie. Il faut nettoyer les mains. Voilà, les dispositions pour prévenir ou riposter sont quasiment les mêmes à travers le monde. Fermeture des frontières, restrictions, une interdiction de grands regroupements. Avant de savoir ce qui se passe, notamment au niveau du Mali, du Niger, la Guinée, des pays que nous allons visiter à travers ce débat. Déjà marquant sur cette pandémie de façon générale, avec des milliers de morts ça et là. Le berceau, c'était en Chine, à Wuhan. Est-ce que on peut peut-être un jour dire que ça allait venir en Afrique? Oui, moi je crois qu'il fallait s'y attendre. Déjà, c'est l'épidémie, elle est passée à pandémie, et puis l'OMS a, je crois, suffisamment alerté. Mais je crois qu'on a, pas qu'en Afrique seulement, on l'a négligé jusqu'à un certain temps. Vous avez vu que le berceau, c'était en Chine. La Chine, déjà, a fermé les yeux, a essayé parce que vous savez la communication en Chine, comment elle est. La Chine déjà a enfermé, a fait en sorte qu'on ne communique pas trop, on ne sache pas trop sur ce flot jusqu'à ce que ça éclate, jusqu'à ce que ça fasse des centaines de morts. C'est là où on a commencé à prendre ça au sérieux. Maintenant, l'Europe, c'est la porte d'à côté avec l'Asie et tout. Je crois que là aussi, on a un peu négligé. Vous voyez tout ce que ça fait comme ravage en Italie, en France et tout. Je crois qu'on a un peu négligé la maladie parce qu'on ne la connaissait pas trop du fait qu'on ne communiquait pas trop autour de ça en Chine jusqu'à un certain temps. Oui, Alexis, c'est vrai qu'au début, on ne regardait ça qu'à la télévision, notamment quand c'était en Chine.
Oui, et à la limite, on est vraiment obligé d'avoir du respect pour les Chinois dans cette gestion-là, parce que vous voyez, la Chine a fermé une ville de 11 millions d'habitants. Ils ont su circonscrire, mais je dirais, oui, peut-être quelque part nos autorités ont négligé, mais à la limite, je dirais, ils n'ont pas voulu mettre les moyens. Si vous voyez très tôt, le ministre de la Santé du Mali a réuni les ministres de la Santé de la CEDEAO à Bamako pour réfléchir sur quelle attitude adopter. Mais ils ne sont pas allés au-delà. Parce que oui, ça demandait de l'argent, ça demandait des investissements. Et j'imagine que les politiques n'ont peut-être pas où on comptait sur le ciel. En tout cas, ils ne sont pas allés au-delà de cette réunion pour appliquer déjà des mesures de prévention. Maître Konaré. J'entends beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qu'on oublie parfois. C'est que devant les mesquineries des hommes, devant les querelles politiciennes, emportées par l'égoïsme des sociétés, des puissances, l'humanité oublie parfois qu'il y a un Dieu. Si nous refusons de nous unir pour avancer ensemble, Dieu nous envoie parfois des signes. Et de manière cyclique. Vous avez eu dans le temps la variole, vous avez eu la grippe espagnole qui a tué plus de 50 millions de personnes, surtout en Europe. Vous avez la peste noire qui a tué presque autant de personnes. Vous avez le sida et aujourd'hui vous avez le Covid-19. Ce sont des signes que Dieu envoie afin d'inciter l'humanité à réfléchir à la meilleure façon de sauver l'homme au détriment du capital et des choses inutiles. Okay. Si l'on vous comprend, on va vous poser la question. Serge, doit-on rester fataliste? Non, pas du tout. Si on suit... Konaré, il est fataliste. Il ne faut pas être du tout fataliste. On peut appeler Dieu. J'ai aimé parce qu'il y a eu des prières qui ont été faites ici pour que on évite la maladie. Mais on peut pas accuser Dieu. Dieu n'est pas à la base de tout. Ce n'est pas vrai. Scientifiquement, c'est démontré. Le problème, c'est qu'il y a une part d'inconnu. On n'a pas su. On s'est dit, bon, ce sont laissés en Chine, ça va rester en Chine. Et subitement, on dit, ah tiens, ça vient en Europe. Et puis après, on dit, oui, bon, la thèse, la doxa à l'époque, c'était de dire, ça ne viendra pas en Afrique parce que nous avons une température, un climat. C'est pas vrai. Donc, scientifiquement, c'est démontré. Comment ça se transmet, c'est démontré. Maintenant, ce qui est important, et c'est là où je vais laisser Konaré avec son bonnet bleu qu'il porte, c'est comment éviter la maladie chez nous. Si vous voyez. Alors, les idées, les thèses complotistes, etc., on n'en est pas là. Il y a quand même danger. Il y a danger parce que vous avez vu la dernière fois, 600 morts en une seule nuit dans un pays comme l'Italie qui a 1 millier de fois de plus de moyens que nous, ça pose quand même un problème. Okay. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit éviter? Je pense que c'est ce qu'il faut poser comme problème. Et après, on va aller avec Konaré, que Dieu nous aide à nous en sortir. Justement, c'est ce dont on va parler à présent. Le Mali qui n'a jusque-là pas enregistré de cas n'est pas en marge. Le Premier ministre Boubou Cissé, entouré des ministres de la Santé et du Transport, était face à la presse cette semaine. Nous écoutons ici un extrait de la déclaration du Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Boubou Cissé. L'instruction que le président de la République nous a donnée, c'est de faire en sorte que nous puissions nous préparer au pire. Et nous sommes en train de se préparer au pire. Et se préparer au pire, c'est être capable de prendre en charge des cas qui se révéleront positifs. Et le dispositif qui est en place aujourd'hui nous permet, à l'heure où je vous parle, de pouvoir prendre en charge un certain nombre de cas. Là, on est face à une situation où, évidemment, la vie de la nation doit pouvoir continuer aussi. À ce jour, nous avons décidé de maintenir la tenue des élections législatives dans notre pays.
Voilà, la tenue des élections législatives, on va voir si c'est une bonne disposition. Mais déjà, Makankone, lorsqu'on prend aujourd'hui la carte de l'Afrique, on voit que le Mali et d'autres rares pays sont jusque-là pas encore touchés. Qu'est-ce qui doit être fait pour maintenir cette dynamique-là? Moi, je crois que c'est pas compliqué. C'est qu'il faut qu'on soit très strict par rapport aux frontières. Et jusque-là, je crois que ça va, ça marche chez nous. Maintenant qu'on a fermé les frontières aériennes, quasiment fermées, je veux dire, il faut qu'on soit très vigilant par rapport aux frontières terrestres. Parce que, apparemment, certains essaient de contourner. Je crois que la première solution, la toute première solution, et qui peut marcher, c'est d'être très très vigilant par rapport aux frontières terrestres. Surtout, c'est vrai qu'il y a des frontières que nous contrôlons et tout, mais malheureusement, il y a des frontières que nous ne contrôlons pas aujourd'hui, c'est-à-dire que le nord-ouest et le nord-est. C'est que ça, par rapport à ça, il faut que le gouvernement soit vigilant, notre travail avec ceux qui sont sur ça. Et puis avoir des agents sérieux, honnêtes, parce qu'il y a que certains nous disent qu'à la frontière du Niger, puisqu'à la Bézanga, il n'y a pas d'armée et tout, c'est vrai que le ministère envoie des gens pour contrôler, mais ils sont là-bas que le petit matin après, ils plient bagage. Donc ça, c'est des gestes sur lesquels il faut veiller, c'est des comportements qu'il faut bannir. Donc tout ça, c'est le travail du gouvernement. Oui, si on regarde, Alexis, la même carte, Magan parle de vigilance au niveau des frontières terrestres. Effectivement, il y a eu des cas à Bouaké, il y a également un cas à Bobo-Dioulasso. Bouaké, Bobo-Dioulasso, c'est pas loin de Bamako. Non, le Mali est vraiment cerné. Je dis, pratiquement presque les 7 pays qui nous entourent, les 7 pays limitrophes sont atteints. Et ce qu'on peut tirer comme leçon de Ebola, c'est justement cette sensibilisation. La sensibilisation, quand il y a eu Ebola, a énormément marché avec les gestes simples, c'est-à-dire se laver régulièrement les mains, éviter les contacts, éviter les foules. Je pense que c'est ce sur quoi on doit beaucoup mettre l'accent. Peut-être qu'on aura parlé, parce que le gouvernement est en train de mettre une stratégie de communication, d'autres privés sont en train de voir comment mettre la stratégie de communication. Mais bon, ce qu'il y a à déplorer, c'est que très souvent, le personnel sanitaire, les médecins veulent prendre cette communication. Or, ce n'est pas leur rôle et ça ne marche jamais quand c'est les médecins. Maître Konari. Moi, j'ai parlé de Dieu. Déjà, je vois un téléspectateur qui n'a pas compris votre argument tout à l'heure. Il dit comment est-ce qu'un intellectuel comme maître peut parler de fatalité par rapport au Covid. C'est vous qui utilisez fatalité. Moi, j'ai parlé de Dieu. D'accord. Parce qu'en dehors de Dieu, je ne vois pas comment le Mali pourrait se sortir d'affaires dans cette affaire-là, et dans cette calamité. Et toutes les solutions qu'on est en train d'envisager sont inapplicables au Mali. Vous parlez de se laver les mains avec du savon du gel hydroalcoolique. C'est hors de portée. Ou du savon, il y a du savon. Mais laissez-moi parler. C'est hors de portée de 90% des Maliens. Vous parlez de se laver les mains. Mais laissez-moi parler. Mais laissez-moi parler. Non, vous parlez de se laver les mains avec du savon. Nous venons tous de Kidal. Est-ce qu'il y a même de l'eau là-bas? À plus forte raison de se laver les mains avec du savon. C'est utopique. Il y a du savon quand même. Ensuite, on parle d'un éventuel confinement de la population comme ça se fait en Italie ou en France. Mais dans ces pays-là, vous avez entendu les budgets colossaux qu'on est en train de débloquer pour aider les populations qu'on va confiner. Vous confinez un chef de famille au Mali, c'est vous qui allez le nourrir. Donc c'est des mesures illusoires et seul Dieu peut nous sauver. Si vous appelez ça fatalité de manière ironique, c'est votre problème. Mais moi je dis, seul Dieu peut sauver le Mali. Okay. Moi je trouve que ce qui est pratique aujourd'hui, c'est qu'il y a un plan de lutte contre la pandémie au Mali. Il y a une armée qui est constituée. Les chercheurs, les scientifiques, les ministères, la présidence de la République. Ça c'est une bonne chose. Peut-être que ça nous a permis d'éviter les cas jusque-là. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Combien de laboratoires, parce que pour savoir si quelqu'un est atteint, il faut faire un dépistage général. On n'a pas les moyens aujourd'hui de faire un dépistage général de tout le monde. Donc quand il y a un cas suspect,
on va tester le cas dans un laboratoire. C'est pour donc, tous les cas suspects. Est-ce qu'on a atteint tous les cas suspects? Je ne crois pas. Le danger, donc, belle organisation, je trouve, pour un début, parce que je suis ça de près. Mais l'autre chose, tu le disais tout à l'heure, Macan, notre faiblesse, c'est aux frontières terrestres. Vous avez aujourd'hui, notamment à la frontière avec le Burkina, au moins une vingtaine de véhicules 4x4 chargés, où vous avez des Européens, des Africains, qui tentent de rentrer sur le territoire malien. De l'autre côté, vers Wankoro, vous avez des gens qui sont rentrés par là parce qu'il n'y a pas de sécurité de ce point de vue. Donc c'est là où le problème va rester. Et ça va être dangereux parce que si les gens sont atteints à l'intérieur du Mali, on va avoir l'intention d'aller les soigner vers les frontières et on va dégarnir la capitale. Donc on a des dispositions qui sont prises, mais disons les choses clairement, nous n'avons pas pour le moment les moyens de notre politique. Oui, de très bonnes dispositions sur le papier, Macan connaît, mais on n'a pas compris, sinon certains Maliens n'ont pas compris l'autorisation de certains vols commerciaux en dépit de ces mesures-là, puisqu'on avait parlé de fermeture, de rupture de vols commerciaux avec des pays touchés. Mais il y a 2 jours, on n'a pas compris ces vols en provenance notamment d'Éthiopie ou de la France. Certains Maliens ont pensé que ça peut être source de contamination d'autres. Moi, ce que j'ai appris, je me suis informé par rapport à... D'abord, derrière la veille, je m'étais un peu... j'avais par hasard eu l'information par rapport à Air France. Par rapport à, en fait, ils ont, les gens... Parce que quand la mesure a été prise, c'est un peu partout dans tous les pays, la mesure a été prise pendant que les ressortissants étaient là, ils voulaient retourner. Apparemment, ils ont souhaité venir chercher leurs ressortissants. À leur propre moyen, leur avion, c'est le gouvernement malien qui a exigé à ce que l'avion ne vienne pas vite de Paris à Bamako. Et que nous aussi, nous avons des ressortissants au Mali. C'est pourquoi c'est bien de s'informer. Nous avons des ressortissants en France. Le gouvernement exige à ce que l'avion vienne avec ses ressortissants. Maintenant, il faut qu'on soit aussi responsable si nous faisons venir des ressortissants. Il faut que nous les contrôlions, comme ça, que nous les testions, que nous sachions qui est infecté, qui ne l'est pas. Apparemment, je crois que tout s'est bien passé. Je crois que les contrôles ont été faits. Il y avait des cas qui ont été vérifiés, mais qui sont tous avérés, qui sont tous trouvés négatifs et tout. Donc, par rapport à ça, je crois qu'il n'y a pas eu de problème sur ce point-là. Maintenant, bon, je ne sais pas, les autres vols, je crois que tout doit être dans ce cadre-là. Moi, je suivais aujourd'hui une télé, depuis hier d'ailleurs, il y a beaucoup de ressortissants français qui sont en Tunisie, au Sénégal. Par exemple, en Tunisie, j'ai écouté l'ambassadeur qui les obligeait de rentrer très vite. Mais ils ont aussi peur que la pandémie le trouve ici, compte tenu des moyens limités dont nous disposons peut-être. Oui, Alexis, vous avez parlé de nécessité de confier la communication à des sachants, à ceux qui connaissent un peu ce domaine-là. Peut-être ça a été l'une des insuffisances par rapport à cette autre information qui avait enflammé la toile. Oui, non, mais ce n'est pas la seule insuffisance, parce que effectivement, pour moi, c'était nécessaire de faire revenir nos compatriotes qui se sont trouvés bloqués hors des pays. Ça les rassure, ça rassure les familles. Mais à la limite, quand ils viennent, on devait informer à l'avance, et ensuite, quand ils viennent, qu'on demande aux gens, soit qu'on les confine, soit qu'on leur demande de s'auto-confiner un certain temps, parce que oui, ça participe de la sensibilisation et surtout, ça participe à rassurer les gens. Vous voyez comment les gens étaient vraiment paniqués quand on a appris qu'il y a des avions qui viennent de pays qui sont aujourd'hui l'épicentre de Covid-19. Si nous voulons gagner la guerre, pas la bataille, mais la guerre, c'est par la communication que nous allons gagner la guerre. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez un numéro au ministère de la Santé. Lorsque vous voyez un cas, et c'est la différence entre les réseaux sociaux et la presse et les journalistes. Moi, je ne suis pas un journaliste de réseau social, mais plutôt un journaliste. Lorsque vous annoncez 2 cas au Mali, il suffit tout simplement d'appeler un numéro au ministère de la Santé. On vous dit en 2 minutes, c'est faux. Non, nous sommes en train de tester. Nous aurons les résultats dans 5 minutes. Donc, c'est une communication qu'il faut, mais une communication plutôt globale. C'est-à-dire que les digues doivent sauter entre presse d'État, presse privée.
tout simplement parce qu'Africa, sur des émissions, est plus crédible que l'ORTM, ou plus écouté du moins que l'ORTM, vice-versa. Donc il faut créer plutôt un hub de la communication pour pouvoir informer de ce qu'il faut faire, des décisions à prendre. Est-ce que nous serons plus ou moins confinés un jour, ou confinement partiel, ou d'une localité? On ne sait pas. Est-ce qu'il y aura un couvre-feu? On ne sait pas. Mais quand la décision doit être prise, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir assez rapidement dérouler, pas seulement à l'ORTM, parce que certains ne vont pas écouter l'ORTM, pas seulement à Africa, parce que d'autres ne vont pas écouter, mais tous les médias, c'est-à-dire les médias privés, d'État, communautaires, etc., traditionnels, pour que ça se métastase assez rapidement en termes d'informations qui sont à quai. Oui, on parle des mesures de restriction, Maître Konaré, mais est-ce qu'on ne peut pas pousser l'analyse en relevant cette incohérence, puisque comment interdire des regroupements de plus de 50 personnes et au même moment continuer avec la campagne pour les législatives, au même moment autoriser certaines mosquées à tenir des cultes? Est-ce qu'il n'y a pas d'incohérence un peu à ce niveau-là de la part du gouvernement pour faire respecter ses propres dispositions? Je reviens encore à Dieu, parce que le gouvernement n'a pas l'autorité nécessaire pour faire respecter les mesures de confinement ou les mesures de restriction qu'il a lui-même décidé. Prenez l'exemple de cet avion qui est venu de Paris avec 300 personnes à bord. C'est une erreur de l'admettre sur notre territoire, pour la bonne raison que le gouvernement a décrété la fermeture des aéroports et avait donné un délai au-delà duquel aucun avion ne devait plus partir de Bamako ni atterrir à Bamako. Alors pourquoi faire des exceptions jusqu'à 15 avions qui sont venus hors du délai? Maintenant, si on les a admis à l'aéroport de Bamako, il fallait confiner les passagers pendant les 14 jours d'incubation de la maladie. Est-ce qu'ils ont été confinés? Ils ne l'ont pas été. Donc, il y a des défaillances de tous côtés. Et l'État malien ne contrôle pas la plupart de ses frontières. Ni les frontières avec l'Algérie, ni les frontières avec le Niger, ni les frontières avec la Mauritanie, ni une partie des frontières avec le Burkina. Et après ça, vous osez parler de contrôle des frontières, des entrées et des venues, alors que tout le monde a le loisir d'entrer par des frontières où il n'y a pas de force de sécurité. D'accord. Seul Dieu peut nous sauver. Et si jamais cette maladie vient au Mali, il n'y a même pas de possibilité de prise en charge. On n'a pas de respirateur, on n'a rien. On va réagir on n'a pas de respirateur artificiel, on n'a rien. Maître Konaré ne nous écoute pas. Maître Konaré ne nous écoute pas suffisamment. Moi, j'ai été le premier à parler de nord, nord-est, nord-ouest. J'ai dit que le gouvernement doit être très vigilant par rapport à ses frontières. Maintenant, deuxièmement, mon frère, Dieu ne sauve personne étant couché. Ça, c'est très clair. Si on s'assoit, Dieu ne va rien faire pour nous. Et puis ici, moi je crois que ce débat, il n'est pas fait pour angoisser les gens, augmenter à la psychose. Augmenter à la psychose. Donc, je vais en venir. Ce débat n'est pas fait pour augmenter la psychose. C'est-à-dire qu'il est fait pour informer, pour renseigner et tout. Par rapport à l'avion, on a appris, nous on ne peut que sentir, on a appris que les gens soient en quatorzaine chez eux. C'est ce que le ministère a dit. Comment chez eux? Chez eux. Non, maître, on va le laisser terminer. C'est tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aussi dire que les gens mentent sur tous les coups, non. Le ministère a tous ceux qui ont pris la peine d'appeler le ministre, il les a dit toutes les dispositions qui ont été prises par rapport à ces 300. Donc par rapport à Dieu, comme j'ai dit, je reviens sur ça, Dieu ne va sauver personne pendant que on va voir les gars, les Covid-19, on laisse les gens rentrer. Laissons les gens rentrer pour dire Dieu, on va voir ce qui va se passer. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est clair aujourd'hui, le Mali a cet avantage qu'il peut tirer les leçons des autres, les autres infectés. Ce qui s'est passé dans tous nos pays, tous les pays frontaliers aujourd'hui sont à terre. Maintenant, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez eux? Nous, on a essayé de corriger ça. Maintenant, les premières dispositions, les gestes barrières que le gouvernement a instaurées, ça marche, c'est bien.
Et puis le lavage des mains et tout, c'est pas des gestes. C'est simple, ça coûte pas cher. Il faut qu'on soit nous-mêmes disciplinés. Tant qu'on n'est pas discipliné, il n'y a pas de Dieu qui tient là. Non, maître, on va arriver vers vous après Alexis. Oui, ce que je veux dire, je reviens, la communication, la sensibilisation est la première solution. Que chacun apprenne qu'il peut faire en sorte de ne pas être un vecteur de transmission de la maladie, qu'il y a des gestes simples qui peuvent nous sauver. C'est-à-dire, il n'y a pas de fatalité. Prenez l'Italie, c'est ce que vous dites, le Mali ne peut que prendre des dispositions en fonction de ses moyens. Et il y a des centres qui ont été préparés, je crois que ça doit être 4 ou 5 centres qui existent à Bamako où on peut prendre. À la limite, ce sera dérisoire, Dieu nous en préserve si ça arrive à des niveaux. Mais comme en Italie, non, mais en Italie, l'Italie est une puissance. Mais vous voyez, la Russie a envoyé des militaires, des médecins, les Cubains ont envoyé, les Chinois ont envoyé, comme en France, comme partout. Et si vous suivez également, les Chinois ont promis de nous envoyer et des réactifs et des masques, comme ils ont envoyé à tous les pays africains. Personne ne peut se sauver. Et face à une maladie de cette envergure, il n'y a aucun moyen qu'un État peut avoir pour y faire face. La preuve, les puissants ne parviennent pas à le faire. Donc, que Dieu soit le dernier recours, mais travaillons à ce qu'avant, qu'on puisse faire ce qu'on doit faire. C'est tellement juste que quand vous prenez dans la sous-région, mais les pays voisins du Mali, on a 7 pays voisins, mais combien de pays sont plus riches que le Mali ? Mais il y a des dispositifs qui est pris dans ces pays également. On parlait tout à l'heure du Burkina Faso, vous avez eu un couvre-feu, on a tapé des gens, bon moi je ne suis pas pour qu'on tape les gens, mais on a tapé des gens pour les obliger à rentrer. Donc il ne faut pas dire que nous sommes fatalistes et que nous allons être fatalistes et que nous allons attendre que nous ne pouvons pas. Si nous n'essayons pas de faire quelque chose, je ne comprends pas ce fatalisme de notre Konaré. Et c'est parfois un peu agaçant de l'entendre dire ça. Cela dit, je vais dire une chose, par rapport aux élections. Est-ce qu'il fallait maintenir la date des élections ou pas? D'après ce que je sais, c'est que c'est vrai que le Premier ministre a dit, jusque-là, nous allons aux élections. Mais on ne le souhaite pas. Mais si la situation à un moment change, je crois que le gouvernement va s'adapter. Il pourrait ne pas avoir d'élections s'il faut ne pas tenir des élections pour sauver des vies. Ouais, mais le problème, c'est quand même le dispositif qui est là, qui est insuffisant, mais qui existe quand même. Je voulais juste attirer l'attention de tous sur un phénomène. C'est que ces derniers temps, un professeur français du nom de Didier Raoult est conforté dans ses analyses par des tests chinois et américains, et même par Donald Trump lui-même, a affirmé que la chloroquine, c'est-à-dire la nivaquine que nous détestions beaucoup quand nous étions enfants à l'école, alors servait à stopper la maladie. Moi, je crois que le plus urgent que le gouvernement devrait faire, c'est de créer un stock de nivaquine. Ça, il faut que ce soit homologué, validé il faut créer ce stock par l'OMS. Parce qu'il n'y a pas, d'autres maladies. Il n'y a pas d'autres médicaments. La prescription de docteur Konaré. Il n'y a pas d'autres médicaments. Okay. Et c'est un médicament qui, me paraît-il, n'est pas très très cher. D'accord. Bon. Quand Magan parle de confiner les gens dans leur maison, ça ne veut rien dire du tout. C'est ce que tu es confiné chez toi. Est-ce qu'il y a un policier pour te contrôler? Est-ce que tu ne rencontres pas tes enfants et ta femme? Est-ce que tu ne rencontres pas les voisins? On va évoluer dans on va évoluer dans ce débat par rapport à la chloroquine. Peut-être c'est sous réserve puisqu'il faut que ce soit homologué et validé par l'OMS. Justement, Maître parlait de confinement au Niger. Les restrictions préconisées par le gouvernement pour stopper la pandémie font grincer des dents. Les mesures sont diversement appréciées. Notre correspondant à Niamey a recueilli quelques impressions que nous écoutons ici. Il faut s'allier la rapidité avec laquelle, il faut le dire, les autorités ont pris des mesures. De même qu'il faut s'allier un certain nombre de mesures qui ont été prises, notamment la fermeture des frontières, des aéroports, tout ça. Nous, on n'est pas contre que gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper. Mais anticiper, c'est quoi?
et prévoir quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, on va se mettre sous l'empire d'une telle chose et on va confiner les gens dans une position que nous n'avons pas les moyens de supporter? C'est très clair qu'on n'a pas les moyens de supporter ça. Il y a combien de Nigériens qui ont la possibilité de rester pendant 2 semaines et confinés sans qu'ils ne bougent pour aller mener des activités à travers lesquelles ils gagnent le peu qu'ils gagnent pour venir et assurer leur survie. D'une part, d'une manière ou d'une autre, en tout cas à respecter autant que faire se peut ces mesures, si évidemment elles peuvent participer à la prévention de la pandémie Covid-19. Ces mesures, il faut les rappeler, je pense que ce ne doit pas être simplement des seules annonces, des simples annonces. On a annoncé des mesures qui doivent pour l'essentiel commencer à être en vigueur à partir de demain. Et je trouve qu'il faut prendre aussi des mesures d'accompagnement. On a dit que les services publics et privés doivent se soumettre à des mesures d'hygiène et d'assainissement. Il n'y a aucun dispositif à ce jour, le 18, qui est là mis en place, que ce soit les gels ou autres là, de lavage des mains, pour permettre quand même à ces services publics ou privés d'être un peu à l'abri ou dans la prévention déjà de la pandémie Covid-19. Voilà, Maître Konaré, dans le micro-trottoir, on a vu une position qui se rapproche un peu de la vôtre par rapport au confinement. Mais c'est une nécessité, Makan Koné, pour stopper la propagation. Non, mais absolument. C'est d'ailleurs tellement important que vous vous sauvez vous-même, vous sauvez même vos familles, vos enfants, dont Maître Konaré parlait tout à l'heure. Moi, je crois que dans tout ça, il y a une question de conscience également. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de faire les héros, contester les décisions, sortir, et puis se contenter. Et puis, se tuer, quoi. C'est comme se suicider. Ça n'a aucun sens. Donc, quand il va arriver le temps du confinement, il faut que ça soit respecté à la lettre. On a vu au Burkina, moi, c'est ce qui n'est pas contre moi, je suis pour le fait de chicoter les indisciplinés. Ils se mettent en danger, ils mettent les autres en danger, ça sert à quoi? Donc, l'État, c'est l'État. Maintenant, l'autre truc qui est important, qu'il faut aussi souligner, c'est l'accompagnement de l'État. Ça, c'est important quand même, parce qu'on est quand même dans des pays pauvres, là, on est d'accord sur ça, et que les gens gagnent leur pain au jour le jour. C'est important qu'en France, partout, les gens, les gouvernements, les États ont pris des dispositions. Ici, rien c'est-à-dire le rabattement sur les impôts, il faut dire aux sociétés, aux entreprises, les petites entreprises, bon, vous ne payez pas les impôts tant. Et puis, bon, trouver peut-être un moyen pour que les gens puissent rester tranquillement à la maison et qu'ils puissent survivre, quoi. Oui, Alex, on a l'impression que les gens contestent le confinement parce qu'ils n'ont pas une idée de la dangerosité, de la vitesse avec laquelle la pandémie elle fait des ravages. Vous savez, la première réaction, je dirais presque naturelle de tout le monde, en tout cas sous nos tropiques, c'est de ne jamais croire à ce que l'État dit. Donc, en tout cas, on ne croit vraiment pas quand l'État parle. Donc, ça amène à des postures qui font... est-ce que c'est... Même quand on dit il n'y a pas de cas, les gens disent il y en a. Quand on dit il faut se laver les mains, on dit ça ne suffit pas. Mais moi, je crois vraiment au fétichisme de la sensibilisation. Parce que quand on va comprendre que c'est une question de vie et de survie, d'abord pour soi, pour les miens et pour ma communauté, mes proches, je pense qu'on sera prêt à des sacrifices. Parce que, oui, pour rejoindre un peu Maître Makan, notre société n'a pas un niveau d'organisation qui permet, à la limite, à l'État de faire en sorte que les gens restent confinés et qu'on puisse subvenir à leurs besoins. Parce que l'État n'a aucune idée de la nature de nos sociétés, de nos familles. Quand on dit rabattement fiscal, ça ne veut rien dire parce que personne ne paie les impôts. Moi, je paie les impôts. Oui, quand on parle du confinement, peut-être qu'il faut préciser que on ne sait pas si le gouvernement va prendre cette décision. Parce qu'on en parle comme si le gouvernement va prendre la décision. Ouais, moi, je pense que ça va dépendre de la situation. On peut aller vers un confinement partiel, ne serait-ce que dans le quartier de Konaré. On va voir si tu pourras sortir, parce que ce serait dans ton quartier en ce moment. Maintenant, le gouvernement, je sais que ce lundi, vous parlez des hommes d'affaires, le gouvernement doit rencontrer le patronat, le Premier ministre doit rencontrer les bailleurs de fonds.
on est en train de prendre les dispositions, des mesures. Probablement que ça ne va pas suffire, mais on ne va pas rester les bras croisés en disant, comme Maître Konaré, que Dieu va nous sauver. Parce que ça, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Oui, Maître Konaré, vous dites que le gouvernement ne peut pas respecter l'application de ces mesures, mais on a vu à côté, au Burkina Faso, un couvre-feu instauré. Il est appliqué, il est respecté. À partir de 19h01, 2 personnes naissent dans les rues de Ouagadougou. C'est pas sorti. Vous savez, on est en train de travestir mon discours. Quand je parle de Dieu, je ne dis pas aux gens de ne pas prendre des dispositions. Prendre des dispositions, mais il faut savoir que les dispositions que le Mali est susceptible de prendre sont dérisoires et resteront toujours dérisoires par rapport à la gravité de cette maladie que l'une des premières puissances du monde a eu du mal à vaincre, la Chine, et qui continue encore de ravager des puissances 1000 fois plus grandes que le Mali, notamment l'Italie et la France. Alors, donc si vous voulez confiner les gens, c'est très bien. Mais c'est pas nous qui prenez le décret, confinez, mais dites-leur comment ils vont survivre. Le lendemain matin, est-ce que c'est vous qui allez leur donner leur prix de condiment? La faim est aussi grave que le coronavirus. Si vous confinez des gens, il faut leur trouver de quoi manger. Et moi, je vous dis, je vous cite une petite anecdote. En France, quand le gouvernement a décidé du confinement général de la population, il s'est trouvé des sans domicile fixe dans la rue. Les forces de l'ordre les ont interpellés, leur demandent de rentrer chez eux. Ils disent où? Notre domicile, c'est la rue. D'accord. Donc, il faut trouver les moyens du confinement. Et si on n'a pas ces moyens, vouloir confiner les gens tournera très mal. Oui, Alexis Galabri. On l'a poussé dans ses derniers retranchements. Non, ça a reprécisé sa pensée. Non, c'est vous qui étiez en train de mal interpréter. Alexis Galabri, il y a également ce débat, on l'a effleuré par rapport à la tenue ou pas des législatives. Le Premier ministre a été formel dans son intervention. On a vu des politiques, en l'occurrence Maître Muntagatal, demander carrément la non-tenue de ces législatives-là, puisqu'ils pensent que pendant les campagnes, il y a des attroupements de plus de 50 personnes. Oui, en fait, il faut dissocier les deux. Je pense qu'on aurait pu dire aux politiques, aux candidats, de faire autrement la campagne que les meetings, les attroupements. On aurait quand même pu stopper cet aspect-là au lieu de même limiter à 50. Pour le moment, puisqu'il n'y a pas il n'y a pas encore de cas, il n'y a pas d'épidémie, on est encore dans la prévention. Peut-être que si ça reste encore comme ça, on peut faire les élections. Parce que l'autre danger qui nous guette, surtout au Mali, c'est que quand on ne va pas faire des élections, ça va nous mettre encore dans une instabilité institutionnelle qui va ajouter encore une autre crise, une autre dimension à notre crise. Très rapidement, pour dire qu'à un visiteur du soir, le président de la République a fait comprendre qu'il n'était pas bloqué sur l'organisation des élections. Et qu'il va voir, ça va dépendre de ce qui va se passer, que voilà. Donc, officiellement, on va aux élections le 29, mais s'il y a ce qu'on appelle des contingences, on peut ne pas aller aux élections, ce sera une décision politique qui va être prise par le président de la République et le Premier ministre. Oui, c'est comme si on est dans un dilemme entre la nécessité d'avoir coûte que coûte une Assemblée nationale et l'impératif d'arrêter la propagation de la pandémie. Absolument, on est vraiment, permettez-moi l'expression, plus ou moins mal barré, quoi, comme les gens disent. Alexis vient de le dire. En fait, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé de renouveler notre Assemblée nationale pour ne pas aller dans une instabilité politique, une crise politique, avec la crise sécuritaire et tout. Mais aujourd'hui, on est aussi obligé de prendre des dispositions pour éviter des pertes en vies humaines inutiles à cause juste pour nous avoir entêtés, nous être entêtés à aller à des élections. Maintenant, le message de Serge est plein d'espoir. Si le président de la République, on ne connaît pas le visiteur du soir, qui sait, mais Serge ne nous l'a pas dit. Mais si le président est dans cette disposition, je crois que c'est ce que j'allais dire. Si le président est dans cette disposition, je crois que c'est une bonne chose que de ne pas être coûte que coûte vouloir organiser des élections, même s'il y avait
des cas de coronavirus. On ne le souhaite pas vraiment. Mais moi, je souhaite qu'il n'y ait vraiment pas de coronavirus chez nous et qu'on puisse aller à des élections. Oui, Maître Konaré, de ces deux mots, quel peut être le moindre mal? Entre deux mots, il faut choisir le moindre. C'est un principe de droit, mais c'est aussi un principe religieux, et j'en reviens toujours à Dieu. Alors, ne pas tenir les législatives reviendrait à tomber dans le vide institutionnel. Tout le monde est d'accord que l'Assemblée, son mandat ne doit plus être renouvelé, prorogé, et qu'il faut absolument tenir les législatives. Donc, il faut aller aux législatives. Coronavirus ou pas, j'estime que effectivement ces législatives sont nécessaires, parce que si nous sommes encore en train de nous parler, c'est parce qu'il existe un État. Un État privé d'assemblée est privé d'une jambe. Et donc on va tomber dans pire que le coronavirus, c'est-à-dire le désordre institutionnalisé, l'anarchie. C'est dans cela qu'on va tomber lorsqu'on ne tiendra pas les législatives. D'accord. On sait qu'on est suivi au Burkina Faso et au Niger, les pays voisins, certains touchés. Makan, qu'est-ce qui peut être dit aux téléspectateurs de ces pays-là de garder espoir, de continuer à appliquer les gestes barrières? Surtout, et de respecter les consignes des autorités. Comme si on dit restez chez vous, restez chez vous. Moi, je sais qu'il est important, et puis maintenant, au nom de tout le monde, les apporter, les dire notre soutien, et puis les rassurer qu'on est vraiment avec eux, quoi. Parce qu'en Chine, la pandémie, elle est en passe d'être stoppée. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est vrai que la communication a mis l'accent sur les morts, les milliers de morts, à la limite, qui sont traumatisants, mais quand il y a 1000 morts, il y a 2000 guérisons. Donc, ça veut dire vraiment prendre les dispositions, s'informer. On a vu au Mali, le gouvernement a commencé par débloquer 6 milliards et quelques pour la communication. Ils sont en train d'en faire encore. Ils ont... pas que pour la communication. Hein, ah d'accord. J'ai vu une institution Touindi, pour ne pas la citer, qui a quand même développé des outils pour s'informer, pour vérifier les informations. Je crois que tout ça c'est important, et il faut vraiment que les gens s'informent, que les gens décident de ne pas être des vecteurs de transmission et surtout de respecter les consignes. Oui, on va revenir sur le plateau, mais le tour d'horizon continue, cette fois-ci direction Conakry, où nous attend Malik Diakité par rapport à la situation de la pandémie. Malik, que nous avons joint en fin de journée. Malik Diakité. Bonsoir Sékou Tangara, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Africa Télévision. La Guinée, à date d'aujourd'hui, compte un seul cas de Covid-19. Il s'agit d'une Guinéenne venue de l'Italie. La première de nationalité belge, membre de la délégation de l'Union européenne, qui avait été testée positive, est sortie vendredi du centre épidémiologique de Nangor, car elle est guérie. Selon l'ANSS, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, les contacts des deux patientes sont suivis par les services de santé du pays aujourd'hui au nombre de 470. La Guinée, qui avait été surprise en 2013 par l'épidémie Ebola, a cette fois-ci vite pris des mesures très fortes. Déjà à l'aéroport international de Gbessia, un dispositif sanitaire est mis en place. Prise de température, caméra thermique et remplissage de formulaires pour permettre de tracer tous les passagers. Aujourd'hui, les passagers rentrant sur Conakry, leur passeport est réquisitionné pour 14 jours. Toutes les activités culturelles et sportives sont suspendues dans le pays. Samedi, les mesures ont aussi été renforcées. Tous les vols commerciaux venant des pays touchés par la pandémie, au-delà de 30 cas, sont suspendus à Conakry pour une durée de 30 jours. Les missions officielles sont suspendues et il est demandé à la diaspora de s'abstenir de tout déplacement. Aussi, les attroupements de plus de 100 personnes sont interdits dans la capitale Conakry, mais cette mesure a encore du mal à rentrer en vigueur. Tout de même, le lavage des mains est quotidien comme au temps d'Ebola en 2013. Voilà, Malik Diakité, que nous avions joint en fin de journée. Makan Koné, on parle de 6 milliards pour lutter contre la pandémie au Mali. Certains s'inquiètent, surtout quand il y a des déficits de transparence. On parle de corona business également. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Si. Bon, une gestion efficiente des fonds. Absolument. Pour nous connaître la gestion des fonds
l'intégrité de certains de nos cadres, je crois qu'il y a de quoi s'inquiéter déjà. Maintenant, cet argent, cette manne, elle est où? Qui va la gérer? Il faut qu'il y ait énormément de transparence autour de ça. Maintenant, les 6,3 milliards, je ne sais pas, c'est pour la prévention, c'est pour lutter contre le coronavirus. Il faut que tout ça soit précis. Puis c'est dans quoi? Alexis vient de dire tout ce que c'est pour la communication. Je ne crois pas que ce soit que pour la communication. Donc ça, c'est des trucs qu'il faut dire. Puis il faut vraiment... Moi, je crois qu'il faut mettre cet argent à la disposition de la cellule qui a été créée au niveau du ministère de la Santé et qui ait assez de traçabilité. C'est tout. On sait qui gère quoi. Oui. Ça ramène un peu au rôle de la presse, parce que j'ai loupé un tour de table. Donc vous m'évitez un peu aujourd'hui, Tangara, mais je n'ai pas le corona. Non, mais ça nous ramène aussi au rôle du journaliste. C'est-à-dire le rôle de la presse, ce n'est pas seulement de publier les communiqués officiels. Les communiqués officiels, c'est très important quand il y a un cas, ou voilà. Mais également de dire, est-ce qu'il y a assez de gel hydroalcoolique? Est-ce qu'il y a assez de masques? Est-ce que... Voilà, donc il y a un travail de veille à faire de ce point de vue. Les 6 milliards, d'après ce que j'ai compris, c'est pas pour la communication. On n'a jamais débloqué ça pour la communication au Mali. Je pense que c'est un fonds d'urgence créé ou mis à disposition pour les nécessaires, les communiqués, les voyages, les cas à traiter, etc. Et puisque je vous ai dit tout à l'heure, le Premier ministre rencontre ce lundi les bailleurs de fonds justement pour ça. Il y a aussi le ministre de la Santé qui est en train de faire les frontières. Je crois qu'il était à Sikasso. Il doit aller à Caille et tout. Donc tout ça, c'est important. Okay. Le civisme, ça va être quelque chose de très important. Moi, je vais vous dire, si on décide que dans le quartier de Konaré, il y a un confinement de son quartier, personne ne sortira. Parce que si vous sortez, vous serez interpellé. Je crois que c'est en Russie, on a dit, si vous sortez, vous avez 5 ans de prison. Donc je ne vois pas pourquoi les gens ne vont pas respecter cela. Donc, voilà. Puisqu'on est en direct sur la page Facebook de l'émission et que par principe, il n'y a pas de question taboue, peut-être c'est une question qui fâche, je ne sais pas si elle fâche, c'est la question d'un téléspectateur, Aksouman Abdraman Maïga, comment occulter les ministres burkinabés positifs, dont un d'entre eux était à Bamako avec voilà. Je connais un peu l'histoire. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, un jour, il s'est levé, il a demandé le statut d'un ministre d'un pays voisin. Bon, ce qui est normal, parce qu'entre-temps, il y avait une visite de ce ministre était venu à Bamako, mais ce ministre n'est pas positif, il est plutôt négatif. Donc c'est tout à fait normal de poser cette question. J'ai lu avant de venir que certains posaient la question sur le statut du ministre Bill de l'administration. À ce que je sache, il n'est pas positif. Mais ce sont des questions légitimes. Justement, le bureau qui est mis en place pour communiquer doit pouvoir répondre à toutes ces questions sans tabou. Et être le plus interactif. Oui, non, je pense, c'est pour ça que j'ai parlé de Touindi qui a mis en place un truc qui s'appelle Ouya qui vérifie à temps réel. Justement, il y a eu cette information du ministre de la Défense du Burkina, Chérif Si, qui était ici, qui était reçu par le président, qui a été vérifié, qui n'est pas parmi ceux qui ont été déclarés. Par donc contre, le président avait raison de s'inquiéter. Bon, je ne sais pas ça. Mais le ministre des Affaires étrangères du Burkina lui-même a confirmé son cas. Il y a eu des rumeurs qui n'étaient pas vraies à l'époque. Après, qui se sont avérés, il a été confiné, mais il parle au téléphone, on l'a eu au téléphone. La difficulté du Burkina Faso, c'est que ça vient un peu par le haut. Oui. Donc, un ministre des Affaires étrangères, il rencontre quand même des centaines de personnes, si vous voulez. Donc ça, c'est quand même un peu la difficulté d'un pays voisin comme le Burkina Faso. On a parlé aussi d'un pasteur, d'un homme assez célèbre, et de son épouse, qui avait assisté à une rencontre à Mulhouse, je pense. Mulhouse, justement. Mais qui sont guéris. Je crois qu'on a parlé de l'ambassadeur des États-Unis aussi. On est en train de me snobber là. Non, plus que Serge. Pas du tout. Donc, prenez la parole. Les 6,3 milliards annoncés par le gouvernement. Les avocats ne sont pas concernés. D'abord, est-ce que ces fonds ont été effectivement débloqués? Première question. Deuxième question. Quand ça sera débloqué, comparez un peu aux 1 000 milliards de dollars que les États-Unis s'apprêtent à débloquer. Donc, je vous dis, 6 milliards, vous répartissez entre 2 journalistes ou 3, là, Alexis et Serge et Magan, l'argent est terminé. Oui, donc c'est vraiment dérisoire. C'est dérisoire et le Mali n'a que des moyens dérisoires par rapport à cette maladie-là. C'est vraiment une catastrophe
D'accord. Que Dieu nous sauve. Ok, on va jeter un coup d'œil sur cette caricature avant d'en venir un peu à la une de la lettre confidentielle. Cette caricature signée Freddy Matar Silla de Mindis. Voilà, c'est la météo du Covid-19 avec quelqu'un qui ressemble à Boubou, si c'est le Premier ministre, et jusque-là, 0 cas au Mali. À présent, la lettre confidentielle cette semaine également qui fait un spécial Covid-19. On a même parlé de conseil de défense, Serge Daniel. Oui, tout à fait. En fait, c'est un numéro consacré uniquement au Covid-19 au Mali et un peu à l'étranger. On ne parle que de ça. Donc, quelle est la situation de la pandémie au Mali? Quels sont les acteurs? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quels sont les points faibles? Quelle est la réaction du président de la République? Quelle équipe médicale américaine il a reçue? Donc il y a, sur 14 pages, il n'y a que ça. Il n'y a pas une seule page de publicité, contrairement au journal d'Alexis. Oui, Nouvelle Tribune cette semaine. Oui, Mali Tribune. Mali Tribune, oui, va sortir les... Pas de numéro spécial, attention. Non, pas de numéro spécial parce que, oui, ce qu'on va donner comme information ne sera pas dans ce que le CER dit, mais oui, on a surtout mis l'accent sur ce qui est en train d'être fait au ministère en dehors des 6 milliards. Le ministère de la Communication a élaboré une stratégie de communication qui est vraiment indépendant de ce que le ministère de la Santé a fait. Si, c'est-à-dire qu'on est justement à un niveau où, en matière de communication de crise, il faut que la communication ait un seul visage. Je pense que c'est vraiment ce vers quoi nous sommes en train d'aller et Mali Tribune développe dans ce sens-là. Oui, Maca, nouvelle libération cette semaine. Non, bien, bon, mais comme tout le monde va parler un peu des dispositions prises, des visites du ministre de la Santé au niveau des frontières, puis bon, et puis sensibiliser, parce que moi je crois que c'est ce qui est important, sensibiliser, jouer notre rôle citoyen, parce que même si on est presse privée, nous on a un service public souvent même plus que les services publics. Maintenant je voudrais quand même rebondir sur la centralisation. On a vu Ebola ici, hein. On a vu Ebola, on a vu la communication Ebola, ils ont créé une cellule au niveau du ministère de la Santé. Mais il y avait tout le gouvernement. Moi, je crois que c'est ce qui est important à faire. Il faut surtout éviter que chacun fasse sa communication par-ci, par-là. Il faut mettre en place une cellule de communication de crise contre le Covid-19 et puis loger la cellule où on veut, soit à la primature. Mais je crois que c'est même mieux que ce soit à la primature et que tout le monde, ça donne plus de pouvoir à la cellule. Rapidement, j'ai oublié dans le dispositif, la MUNISMA joue un rôle très important, puisqu'ils ont un laboratoire, ils doivent faire des dons de matériel pas longtemps. Donc j'ai oublié tout à l'heure de dire que dans le spécial, on parle également du dispositif mis en place par la mission de l'ONU au Mali. Je voulais juste rappeler que les avocats sont déjà en confinement professionnel. Les audiences des tribunaux sont suspendues. D'accord. Alors donc, c'est pourquoi je m'inquiète des fonds que le gouvernement va nous donner pour survivre. Voilà, ce sera donc... Déjà, nous n'avons rien reçu. Voilà, ce sera donc le mot de la fin. Merci d'avoir suivi ce débat du dimanche spécial Covid-19. On va une dernière touche, un dernier tour avec les gels pour clore l'émission. Nos invités étaient M. Cheikhoumar Konaré, avocat, Alexis Kalambri, directeur de publication de Mali Tribune, Makan Kone de Nouvelle Libération, Serge Daniel, journaliste écrivain. 21h, vous pourrez suivre Politique, le débat qui était la semaine dernière à Ménaka, avec comme thème Ménaka, paix et développement. Invité Daouda Maïga, gouverneur de Ménaka, Moussa Ag Asharatouman, secrétaire général du MSA. Il y avait le représentant de la MINUSMA à Ménaka, le président de l'autorité intérimaire également de Ménaka et le président de Malien Toukou. C'est à 21h sur Africable Télévision. Quant à nous, on vous donne rendez-vous, Inch'Allah, dimanche prochain.